Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouveau journal sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tout de suite, les grands titres. Une vie, une ambition, un nouvel ouvrage du professeur Augustin Matata Mponyo a vu le jour ce jeudi 10 novembre 2023 au cours d'une cérémonie du vernissage à l'université protestante au Congo. Dans l'objectif de superviser la fabrication de bulletins de vote, une délégation de la Commission électorale nationale indépendante séjourne en Corée du Sud. La journée internationale de la fin de l'impunité pour le crime commis contre le journaliste est célébrée chaque 2 novembre. Sous sa casquette du professeur d'université, Augustin Matata Mponyo a procédé ce jeudi 2 novembre 2023 dans l'un des auditoires de l'UPC au vernissage de son livre intitulé « Une vie, une ambition, de la pauvreté au pouvoir ». C'était devant une foule immense contenant les étudiants, mais aussi quelques professionnels de médias. Patricia Bomolo était présent pour les comptes de BC Télévision. L'un des auditoires de l'université protestante au Congo a presque vomi du monde, non pas pour une campagne électorale, mais suite à l'affluence des personnes venues répondre à l'invitation du professeur Matata Mponyo Mapon pour le vernissage de son livre intitulé « Une vie, une ambition, de la pauvreté au pouvoir ». Comme tout bon chrétien, une courte prière est faite par l'aumônier avant de commencer la cérémonie proprement dite. Ensuite, un mot de bienvenue du recteur de l'UPC, le professeur Robert Nkwim, qui a profité dans son allocution pour énumérer les différentes casquettes de ce digne fils du pays, qu'il a, par la même occasion, félicité pour l'accomplissement de cet ouvrage qui pourra booster le parcours des jeunes, plus particulièrement de ce pays. Ce livre est bien plus qu'une autobiographie, c'est un récit captivant qui nous amène dans le voyage extraordinaire du professeur Matata Mponyo Mapon. Depuis son enfance jusqu'à sa montée au pouvoir en République démocratique du Congo, respectivement en qualité de expert à la Banque centrale du Congo, à la direction des études, conseiller macroéconomique au ministère des Finances, directeur général au PSECO, ministre des Finances de la République démocratique du Congo et enfin premier ministre de la RDC. En ma qualité de recteur de l'Université protestante au Congo, je suis fier de soutenir cette célébration de la réussite de Matata Mponyo et j'attends avec impatience des discussions enrichissantes qui s'en suivront à la suite de cette publication. Le professeur Matata Mponyo a, à son tour, rejoint le lutrin pour partager avec son auditoire la motivation et l'origine de son inspiration. Vous permet donc de voir qu'en fait, il y a une vision au départ. Et cette vision, que j'ai eu tout jeune, c'était de vouloir servir mon pays autrement. Le premier objectif, c'est d'assumer des responsabilités publiques et politiques. Et le second objectif, c'est d'assumer des responsabilités universitaires. Au niveau des responsabilités politiques, ceci nécessitait donc d'avoir une carrière exemplaire, notamment à la Banque centrale où nous avons été reçus très jeunes, à 24 ans, juste à la sortie de l'université de Kinshasa en tant que licencié en sciences économiques, option relations monétaires et internationales.
Le deuxième objectif était celui d'assumer des charges, des responsabilités importantes dans le moment tant attendu est arrivé, à savoir le vernissage du livre par le recteur, professeur Robert Quim. Une séance de questions et réponses a clôturé cette cérémonie de vernissage du livre, Une vie, une ambition, que nous conseillons de lire sans modération. À 2 mois de la tenue des élections à tous les niveaux, une délégation de la Commission électorale nationale indépendante séjourne en Corée du Sud pour superviser la fabrication de bulletins de vote personnalisés à la société Miru. Regardez. Sur place à l'usine de Miru System à Séoul en Corée du Sud, où ces matériels sont fabriqués, c'est déjà la dernière étape de production des bulletins de vote personnalisés. La délégation de la Commission électorale nationale indépendante en mission en Corée du Sud, conduite par le directeur Jean-Baptiste Isipo, a suivi toute la procédure de fabrication de ces bulletins de vote personnalisés qui se fait en 3 grandes étapes, à savoir la zone de l'impression avec le QR code par circonscription électorale, la zone de vérification et collation et enfin le conditionnement avant la palettisation, le filmage et le transfert dans une zone tampon avant l'embarquement pour l'aéroport international d'Échiam de la direction logistique de la CENI. L'équipe managériale dirigée par le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, qui suit de près l'évolution de la production de ces matériels sensibles, insiste sur le caractère personnalisé de bulletins de vote par circonscription électorale. Autre travail pas moindre qui se fait à l'usine Miru System, c'est le conditionnement des bulletins de vote personnalisés avec des étiquettes spécifiques et la mise en plastique pour éviter tout désagrément dû aux intempéries. Avant d'être empaqueté, chaque lot de bulletins de vote est minutieusement vérifié par une équipe d'experts qui s'assure que le QR code correspond réellement à ce qui est sur le paquet du bulletin. Ainsi, s'ensuivra l'étape de la mise en carton. Chaque carton contient précisément 15 paquets de 250 bulletins de vote. À l'étape de la palettisation des cartons de bulletins de vote, la page de couverture qui facilite la distribution indique le hub logistique principal, la province, la circonscription électorale, le nombre de bulletins de vote à l'intérieur, une carte d'initialisation du DEV, une carte d'ouverture, une carte de transmission et une carte de clôture de vote. Sachez que la base d'une palette de bulletins de vote est de 32 cartons. Toutefois, une palette peut contenir 1 ou 2 cartons. Ces palettes, une fois filmées, sont directement transférées à une zone tampon avant l'embarquement pour l'aéroport, direction la République démocratique du Congo. Il faut noter que les élections du 20 décembre 2023 sont irréversibles et que la centrale électorale ne ménage aucun effort pour la réussite des scrutins. Et après la décision de la Cour constitutionnelle prononçant sur la recevabilité de la candidature de Moïse Katumbi à la présidence, le lundi dernier, Moïse Katumbi avait assisté à une messe d'action de grâce à Lubumbashi pour rendre gloire à l'Éternel. Suivez. Ce sont des images qui permettent de se rendre compte l'affection qu'a la population de la commune Kenya à l'endroit du président Moïse Katumbi. En cette date du 1er novembre 2023, où l'Église catholique universelle a célébré la Toussaint, le parti Ensemble pour la République a organisé une messe d'action de grâce en la basilique Sainte-Marie de la commune Kenya à Lubumbashi, cela après la validation de leur ticket à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. L'édifice choisi pour cette célébration eucharistique n'a pas su contenir le cadre, militants et sympathisants de ces partis de l'opposition républicaine représentés par le secrétaire général Dieudonné Bolenge Tengue. À côté de son épouse, Madame Karine Katumbi, et plusieurs autres cadres de sa famille politique, le candidat numéro 3 a joint sa joie à toute l'Assemblée pour la circonstance.
Dans son message, le célébrant principal, M. l'abbé Marcel Kassongo, a appelé les uns les autres à rendre grâce à Dieu en chaque instant de la vie. Nous nous retrouvons dans cette église basilique Sainte-Marie de la Kenya pour rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est reconnaître son action, son agir dans notre vie, dans notre lutte ou notre bataille. Bref, reconnaître la présence de Dieu dans notre entreprise. Entre les lignes de l'évangile, ces pasteurs de l'église catholique a appelé le peuple à plus de vigilance, surtout pendant la période électorale. Paulo anasema ni wakati mbaya, ndio kwa maana tutasimama, nous allons rester éveillés, nous allons être lucides. Dans cette action de grâce, nous voulons aussi remercier et encourager le président Moïse pour sa détermination. Rendre grâce à Dieu, c'est reconnaître sa bonté incommensurable. Un devoir quotidien pour le couple Katumbi qui a suivi en toute simplicité toutes les étapes de cette messe. Juste après la bénédiction finale, rien n'a retenu l'Assemblée à réitérer leur accompagnement au président Moïse Katumbi. Comme à son arrivée, c'est la même image qui a été perçue tout autour de la basilique Sainte-Marie, même dans les rues de cette commune où rares sont les politiques qui s'y rendent. Autre chose à présent, le ministre de Finances Nicolas Kazadi a présidé la cérémonie d'inauguration du laboratoire LBK à Lubumbashi. Nous sommes dans les Grands Katanga. C'était le mardi 1er novembre 2023. Je vous propose de regarder. Le laboratoire LBK, Inspection et Analyse SARL, a été inauguré par le patron de finances Nicolas Kazadi à Lubumbashi dans les Grands Katanga. C'est un laboratoire qui permettra aux régies financières de rendre fiables les contrôles des produits et sous-produits miniers. À en croire Nicolas Kazadi, ces laboratoires mettent à disposition 3 éléments essentiels opposables lors de contrôles fiscaux, à savoir la quantité de minéraux, les taux d'humidité et les autres dérivés du cuivre et colbate. À valoriser obligatoirement. Le ministre renseigne en outre que l'implantation de ces laboratoires est d'une importance capitale car cet outil combattra la fraude fiscale et par conséquent augmentera les recettes issues du secteur minier. La cérémonie de remise du premier lot de plus de 3000 engins commandés par le gouvernement congolais pour doter à l'entreprise de l'office de route de moyens de sa politique s'est déroulée ce jeudi 2 novembre 2023 à la direction de matériel de l'office de route à Limete. C'était en présence du directeur provincial du Kwilu, Miseka Moubake. Regardez. Dans les soucis de relire différents territoires et chefs-lieux de la RDC, l'Office des routes vient d'acquérir les engins lourds dans le cadre du programme présidentiel. Plus de 3000 engins commandés par le gouvernement congolais pour enfin doter cette entreprise de l'État des moyens de sa politique sur la réhabilitation, la modernisation et l'entretien de routes nationales ainsi que provinciales sur toute l'étendue de la République. Certain temps que nous avons commencé à recevoir du matériel dans le cadre du programme présidentiel de réhabilitation des infrastructures. Et particulièrement pour ce qui est de l'office de route, c'est des infrastructures routières. Il est prévu une réception de plusieurs engins, plus de 3000 engins, et ici nous avons affaire au premier lot. Juste au premier lot qui nous est arrivé depuis un certain temps et nous avons commencé à distribuer conformément aux instructions de la hiérarchie. Donc il s'agit de 115 matériels faisant partie du premier lot
Donc il y a un premier lot qui est déjà confié à Kouilou, un lot de 14 matériels. Et petit à petit, au fur et à mesure que les possibilités vont se présenter, nous mettrons à disposition le reste de ces lots de 115 matériels. La province du Kouilou qui en bénéficie en premier parmi le 26 provinces qui compte la RDC, son directeur provincial ingénieur Miseka Moubake remercie les autorités du pays et exhorte les agents de l'office des routes à un bon usage. Nous, en tant que premier bénéficiaire de ces premiers lots, nous ne pouvons que remercier les autorités du pays, en commençant par le président de la République, sans oublier notre ministre de tutelle, son Excellence Alexis Guizaro, et aussi notre directeur général, le professeur Kikanga Langou. Parce que sans les outils, l'office des routes ne vaut rien par rapport à ses objectifs. Donc nous sommes très contents, on est resté longtemps sans matériel. Donc c'est l'occasion aussi pour nous de remercier en tout cas les autorités du pays. J'aimerais préciser ici, comme l'a dit le DG, nous avons reçu 14 matériels, dont 3 pelles excavatrices, un bulldozer, une pelle chargeuse, un compacteur, une niveleuse, 6 bennes basculantes et une tractopelle. Donc on n'en avait pas avant. Alors à nos ingénieurs, à nos conducteurs, nous ne pouvons dire que de garder ce matériel à un bon père de famille. Notons que l'Office des routes est un établissement public ayant pour objet la gestion du réseau routier d'intérêt général. Parlons santé dans ce journal. Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a échangé avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Siri Moani, mercredi 1er novembre 2023 à Goma, dans la province du Nord Kivu. La question sur la situation sanitaire de la province était au centre de leur échange. Roger Matadi. Le représentant du gouvernement a effectué une mission respective au Sud et Nord Kivu dans l'objectif de promouvoir la politique de santé du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers la couverture santé universelle. Sa mission est aussi d'évaluer la situation sanitaire de la province, notamment les problèmes d'insécurité, la prise en charge sanitaire des déplacés de la guerre d'agression des M23 soutenus par les Rwandais. Il s'est entretenu avec le gouverneur sur l'amélioration de la transfusion sanguine. Devant une foule immense de la population de la ville de Goma, les docteurs pédiatres a rassuré l'importance de la politique de santé du gouvernement et a annoncé le déploiement prochain de la gratuité des accouchements au Nord Kivu. Il souligne par ailleurs que le gouvernement dispose des moyens financiers nécessaires pour mettre en place ces programmes ambitieux comme la Banque mondiale. Parlant situation sécuritaire dans l'est du pays, le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le colonel Guillaume Njike, a accusé l'armée rwandaise de RDF opérant en République démocratique du Congo sous la belle du M23 de vouloir occuper les positions initiales des FARDC à Kibumba. Regardez. Lors de sa dernière intervention sur les antennes de la radio Okapi, le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le colonel Guillaume Njeke, a fait savoir que les touristes du M23 RDF, sous couvert par l'armée rwandaise opérant dans l'est de la République démocratique du Congo, occupent les positions initiales de forces armées congolaises à Kibumba. D'après ces derniers, il n'est nullement question pour le FARDC de laisser l'armée rwandaise opérant sous les labels de M23 de tenter ou de continuer à occuper quelques-unes des positions initiales de FARDC, comme c'est le cas actuellement à Kibumba, au versant de volcan Nyiragongo. Le colonel Guillaume Njike a rassuré que l'armée congolaise a le devoir de protéger ses positions initiales, les civils et l'intégrité nationale. Sachez que depuis la semaine dernière, des combats opposant le FARDC aux terroristes du M23 dans la zone communément appelée 3 antennes, dans le parc de Virunga, plus précisément. Des tirs armés lourds ont retenti, attestent plusieurs sources locales.
Je l'ai annoncé au sommaire, le 2 novembre de chaque année, l'on commémore la journée internationale de la fin de l'impunité pour le crime commis contre les journalistes. C'est une date choisie par les Nations Unies en mémoire de 2 journalistes français assassinés le 2 novembre 2013 au Mali. Regardez. C'est en décembre 2013, lors de la 68e session d'Assemblée générale des Nations Unies, qu'on a adopté une résolution intitulée « La sécurité des journalistes et la question de l'impunité », qui a proclamé cependant la date du 2 novembre la journée internationale de la fin de l'impunité pour le crime commis contre les journalistes. Une résolution qui a exhorté les États membres à prendre des mesures précises pour combattre la culture actuelle d'impunité. Mettre fin à l'impunité pour des crimes commis contre le journaliste s'avère l'un des défis les plus importants et les plus complexes de cette époque, car il s'agit d'une nécessité fondamentale pour garantir le plein exercice du droit à la liberté d'expression ainsi que la possibilité pour tous de participer à un échange d'idées ouvert, libre et dynamique. Le thème de cette année vise à mettre en évidence le rôle d'une presse sûre et libre dans la garantie de l'intégrité des élections du système démocratique. Retenons que la date de cette journée internationale a été choisie en mémoire de 2 journalistes français assassinés le 2 novembre 2013 au Mali. Et en dehors de nos frontières, le gouvernement du Hamas a annoncé ce jeudi 2 novembre 2023 que plus de 190 personnes avaient été tuées dans 2 bombardements israéliens mardi et mercredi courant sur les camps de réfugiés de Jabilaï, le plus grand de la bande de Gaza. Regardez. Jeudi matin, en direction de la bande de Gaza, l'écho des explosions. Les combats se poursuivent entre Israël et le Hamas. Cette nuit, le Croissant Rouge palestinien a publié cette vidéo à proximité de l'hôpital Al-Quds, où des nuages de feu ont éclairé la nuit. Le ministère de la Santé du Hamas assure que 16 des 35 hôpitaux de Gaza ne sont plus opérationnels. Pour les autres, les moyens manquent cruellement. L'hôpital Al-Shifta lance un appel à l'aide. Le générateur principal menace de s'arrêter, faute de carburant. Si ce générateur s'arrête, la prochaine annonce sera la mort de bébés dans les couveuses, la mort de malades sous respirateur en soins intensifs et dans les salles d'opération. De leur côté, les forces israéliennes publient ce jeudi des images de leur incursion au sol dans la bande de Gaza et de certaines de leurs frappes aériennes. Des frappes qui ont plongé Jabalia dans le chaos mardi. Le camp de réfugiés du nord de Gaza a été soufflé par un bombardement massif, comme en témoigne cet immense cratère de plusieurs dizaines de mètres de large. Nous étions en train de prier dans la mosquée lorsque nous avons entendu l'explosion et nous avons constaté que tout avait disparu. C'est un massacre. La diplomatie européenne s'est dite consternée par cette attaque. Les Nations Unies dénoncent quant à elles une atrocité et un crime de guerre. Mais les forces israéliennes défendent leur stratégie militaire, qui a permis selon elles d'éliminer un des responsables du Hamas à l'origine de l'attaque du 7 octobre. Place à présent au rappel des principaux titres. Une vie, une ambition, un nouvel ouvrage du professeur Augustin Matata Pogno a vu le jour ce jeudi 2 novembre 2023 au cours d'une cérémonie du vernissage à l'université protestante au Congo. Dans l'objectif de superviser la fabrication de bulletins de vote, une délégation de la Commission électorale nationale indépendante séjourne en Corée du Sud. La journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre le journaliste est célébrée chaque 2 novembre. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.